Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission, le gang de la banlieue sud, l'erratum entre eux et Claude-François. Bienvenue dans cette émission, et puis tout d'abord nous allons saluer toutes les personnes qui suivent et qui aiment cette émission. Merci Claude-François Junior de suivre cette émission sur la mort de ton papa pour éclaircir certains passages obscurs de sa vie. Merci à mon coco, à Jean-Marc, son deuxième fils. Merci à la capitaine des Claudettes. Et j'ai voulu d'abord commencer cette émission par toi, par un gros cadeau. Une photo inédite du 11 mars 1978, une photo que vous n'avez jamais vue. Et c'est ça qui est merveilleux, je m'adresse à toi, Dany. Tu vois, ce jour du 11 mars n'est pas tout à fait terminé. Tu vas encore découvrir des choses en 2026. Mais des bonnes surprises, pas des mauvaises. Vous me direz, ce jour-là, c'était un jour triste, Claude-François est mort. Je vous dirais, il est mort, je ne savais pas. Pourtant, je suis bien informé, alors je devrais savoir s'il est mort. Avec les sources d'informations que j'ai, je devrais vous confirmer immédiatement que tout est vrai. C'est pas si simple, même l'histoire de sa mort. Mais ce qui est important, c'est de dire les choses qu'on pense, d'aller en profondeur et de vous laisser juge final de toute cette histoire, car c'est mon but. Construire une émission, une série d'émissions sur la mort de Claude et vous laisser maître de la situation et juge final. C'est comme ça que j'ai élaboré cette série d'émissions. Vous êtes le seul juge et le seul maître final de toute cette histoire. C'est vous, finalement, le héros, qui prendrez la décision si Claude est mort ou pas, et qu'est-ce qui vous a plu ou pas dans cette série d'émissions. Nous allons commencer par une première photographie, donc, et j'espère que cette photo va faire plaisir à Dany. Photo inédite, jamais publiée, donc profitez-en, regardez-la. Une photo triste, c'est certain, nous voyons Julie. Julie est une Claudette, j'en ai souvent parlé mais je ne montrerai pas de photo. Photo du 11 mars 1978, c'est la seule photo de Julie de très près. En larmes, en pleurs, par contre très très bien coiffée. Julie est juste devant donc Dany Borg. Nous voyons à l'arrière Sandra. Dany est malheureuse, elle pleure, on voit un peu le manteau de fourrure de Prisca parce qu'il faisait froid. Vous voyez, c'est une photo très très triste. Julie vraiment à l'avant-plan, c'est une Claudette, on n'avait jamais vu cette photo. Regardez comme elle est malheureuse, comme elle pleure, elle est même peut-être encore plus touchée que les autres, ou du moins à égalité. Et je voulais donc saluer Julie, qui n'a pas compris la mort de Claude-François. Et cette photo, c'était important, Dany, de te la montrer. Parce que tu découvres en 2026 encore des secrets sur ta propre vie. Mais tu vas aussi découvrir des secrets sur la vie de Claude. Je sais que beaucoup de gens pensaient que Claude-François était mort, et curieusement, dans cette série d'émissions où nous abordons l'erratum sur un gang, un des plus célèbres de France, qui a été aux mains, on dira, du chef suprême Michel Lapage. Lui, Michel expliquera qu'il n'était pas un gangster au sens d'être le chef, mais juste un membre. Dans ce groupe, il y a Pierre Dieudonné qui va justement avoir une grosse brouille avec Claude-François. Il vous a été caché énormément de choses, et aujourd'hui cette émission va vous donner des preuves et énormément d'éléments comme jamais. De vos oreilles, vous aurez réussi à en récolter. Il s'est passé énormément de choses secrètes, vous pouvez même pas vous imaginer. On pourrait commencer cette émission en parlant de Kathleen. C'est vrai que dans ce film de Samy Pavel, en 1979, Kathleen pleure, elle est malheureuse. C'est vrai, c'est émouvant. Mais si je vous disais que Claude-François a vu Kathleen pleurer de son vivant quand tout allait bien, quand il n'était pas mort du moins, c'est ce qui va arriver
Kathleen va pleurer, fondre en larmes exactement, mais identique comme le film de Sami Pavel, identique. Mais la scène ne se passe pas le jour de sa mort, elle se passera des semaines avant. Kathleen arrive au bras de Claude François, auprès des journalistes de France Dimanche. Ça a été complètement caché. Fabien Lecoeuvre n'a jamais publié un seul article et Claude François Junior non plus. Et c'est pourtant très important d'en parler. Et je vous invite à voir la précédente émission, puisque ceci est l'erratum du gang de la banlieue sud. On est dans l'erratum, c'est-à-dire la suite. Claude arrive avec Kathleen auprès des journalistes qui sont de très bons journalistes à France Dimanche, un journal où en 2019 il y a eu une session, il a été repris. À cette époque-là, on n'est pas en 2019, on est en 1977. Claude, vous savez, a vu des problèmes avec la mafia, la vraie mafia, la profonde mafia française, celle de la banlieue sud. Pourquoi banlieue sud? Parce qu'ils étaient de la banlieue sud et de Paris et complètement du sud, du côté de Marseille, Toulon. Ils ont travaillé sur toutes sortes de fourgons blindés. Certains membres diront, on faisait des braquages, mais rien de plus. Mais il y avait quand même des actes criminels terribles, puisque Émile Dieudonné, le frère de Pierre, a assassiné des gens. C'était un terrible tueur, qui heureusement a été abattu. Enfin, quand je dis abattu, il s'est abattu lui-même, quand il s'est attrapé dans un grillage et qu'il est tombé, mais malgré tout, il a quand même été abattu par cet hélicoptère où il n'a pas pu s'évader. Donc nous revenons, parce que c'est important dans cet erratum, sur Claude et Kathleen. Il a existé une époque où Kathleen a fondu en larmes exactement comme elle l'a fait après sa mort. Mais cette histoire s'est passée quelques semaines avant sa mort. Claude est avec Kathleen. Elle se présente auprès d'un journaliste, c'est France Dimanche. Rapidement, ils vont faire une photographie où Kathleen est en larmes, elle est en pleurs. On va voir cette photographie. La première page du journal est pas super nette parce que c'est un vieux journal, mais je pense que vous pourrez en trouver une plus nette auprès de France Dimanche, bien que les archives sont très difficiles car elles ne sont pas classées. C'est ça qui est dommage. Un journaliste reçoit Claude François. On sait qu'il avait des problèmes avec le gang de Dieudonné, le gang de la banlieue sud. Mais, malgré que ce gang lui avait tiré dessus, l'affaire continuait, et ce qui a continué a été complètement caché. Complètement, et Fabien Lecoeuvre n'a même pas publié un seul article de ce qui a été caché ensuite. Peut-être ne sait-il pas d'ailleurs ce qui s'est passé. Claude arrive à France Dimanche, un journaliste le reçoit. Ils étaient contents, c'est vrai, de recevoir Claude François parce qu'il était à cette époque-là une superstar, une grosse vedette de la chanson. Déjà Michel Sardou commençait plutôt lui à devenir le rival de Claude, parce que Claude était célèbre avant Michel Sardou. Et Michel Sardou grimpait, il grimpait haut parce que petit à petit il devenait presque aussi célèbre que Claude et sans Claudette, ce qui était quand même pour Sardou extraordinaire. Sardou dira qu'il était un rival de Claude François, tout ça, ça reste... Je dis, on doit être prudent. On doit être prudent. La seule brouille qu'il y aura entre Sardou, ça sera un journal. Claude avait son journal Podium, Sardou voulait faire son journal Jeunesse. Il y a eu une petite rivalité là-dessus, surtout, sur le journal, mais pas sur le reste. Sardou avait son style de chanson, son style de public, Claude tout à fait un autre style. Il avait aussi un autre style que John Hallyday. John Hallyday c'était le rock, Claude c'était encore autre chose. Non, chacun avait malgré tout son public et finalement il se faisait pas trop de l'ombre en réalité. Les ventes de disques étaient en baisse pour tous les artistes à cette époque-là. Et oui, les jeunes achetaient moins de disques en 1978, c'est vrai. Et tout le monde se regardait en se disant c'est de sa faute, ou c'est de la sienne. C'était la faute de personne, c'était la faute de la crise. Manque d'argent et de budget. Claude rencontre un journaliste. Il a une mauvaise nouvelle. Sa guerre de gang n'est pas terminée. Et ça a été entièrement caché, même jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, plus personne ne se souvient de ça. Kathleen est en larmes devant le journaliste.
qui se pose la question, que se passe-t-il? Alors vous allez me dire, on sait, c'est quand il s'est fait tirer dessus. Ah non, 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 je ne vous parle pas de ce moment-là, je vous parle d'après. Après, on parle d'après. Non, pas d'avant. Non, 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 Kathleen et Claude arrivent dans ce journal après cet attentat du mois de juin. Kathleen est en larmes, en pleurs, elle est exactement en pleurs comme dans le film de Samy Pavel qui a été diffusé après la mort de Claude, elle est complètement en larmes, fond complètement. Le journaliste se pose la question, mais que se passe-t-il? Claude parle au journaliste, il explique que il a été kidnappé, on ne sait pas si c'est avec Kathleen, par un gang. Il n'explique pas que le gang, c'est la banlieue sud. Ils l'ont attrapé et ils l'ont même balafré. En effet, il apparaît avec une marque de couteau qui n'est pas profonde, c'est juste un avertissement. Il est tailladé, mais pas profondément. Et les bandits qui l'ont donc kidnappé lui ont donné le couteau dans la main pour qu'il le garde dans sa main et ils lui ont dit: la prochaine fois qu'on se revoit, tu vois ce couteau, on te le plante en plein dans le cœur. Oui, il avait de sérieux ennuis, au point de se faire taillader le visage, et que des bandits lui donnent ce couteau dans la main. Il apparaît donc avec une boîte et un couteau, explique pas toute l'histoire complète, là je vous l'explique, parce qu'il gardait encore un peu de retenue. Le journaliste est intéressé, un peu choqué, parce que Kathleen est en larmes, mais vraiment en larmes. Vous ne pouvez pas vous imaginer, comme le film de Samy Pavel, exactement comme ça. Gêné, il va prendre une photo de Kathleen et une photo de Claude François. Il va publier même à France Dimanche une première page qui curieusement a été un peu oubliée de l'histoire parce qu'après la mort de Claude François, la police a fait ce qu'on appelle le grand nettoyage de la presse. Oui, la presse a été nettoyée après la mort de Claude François. On parle d'un nettoyage de la presse. L'important, et c'était de museler tout le monde et de cacher aux gens la vérité. Alors Claude va apparaître. Regardez bien cet article et je vais vous commenter ce que vous allez voir. Je me décale par rapport à la caméra. Claude François, l'affaire de l'attentat rebondit, France Dimanche. Aujourd'hui, sa vie est vraiment en danger. Sur votre droite, regardez bien, Kathleen est en larmes, en pleurs, exactement comme le film de Samy Pavel. Et regardez bien à gauche, Claude François tient dans la main un couteau. La page de journal est légèrement pliée, on ne voit pas que son œil droit a été complètement tailladé et il a une cicatrice qui n'est pas profonde, mais il a été tailladé. Le journal dira: le visage de Claude François a été lacéré à coups de couteau. Voilà ce qui vous a été caché, l'attentat n'était pas terminé et ils sont venus prendre en otage Claude François et lui mettre un coup de couteau, c'est-à-dire pas profond comme avertissement. Kathleen est en larmes, était-elle présente au moment où Claude a été encerclé par des brigands? Il semble que vous voyez l'état de Kathleen sur votre droite, elle est complètement en larmes. Et exactement comme le film de Samy Pavel. Identique. Le journaliste reçoit Claude François, comprend pas trop, que se passe-t-il, et Claude s'exprime auprès du journaliste, ses problèmes continuent. Il y a quelque temps, quelqu'un tirait sur sa voiture, et maintenant, ça continue, il le balafre. On ne sait pas combien de fois, en réalité, Claude François a été victime de tirs sur sa voiture. Il en a révélé un seul publiquement, où il y a eu article de presse, mais nous ne savons pas si c'est pas arrivé plusieurs fois avec plusieurs véhicules. Ça a été vraiment caché. Claude explique aux journalistes, mais pas toute l'histoire, ici je vous révèle toute l'histoire, que des gangsters, et je peux vous dire qui, c'est les gangsters de la banlieue sud, ont kidnappé Claude François, et puis ont sorti un couteau devant lui, et ce couteau l'ont posé sur un œil, donc l'œil, je ne me trompe pas, c'est l'œil gauche. Non, je ne vais pas me tromper par rapport à la prise de journal et de la photo. Oui, c'est l'œil gauche, je ne me trompe pas. J'allais faire une erreur par rapport à la photo.
Parce que vous savez, des fois, les photos sont inversées dans les journaux. Et j'étais en train d'étudier dans le journal si la photo du journal avait été publiée à l'endroit. Parce qu'il y a des journaux qui publient à l'envers les photos. Donc je réfléchissais. C'est l'œil de ce côté-là. Voilà, l'œil gauche. La main droite est là. La main gauche est là. Je précise que l'image n'est pas inversée. Regardez. Vous voyez, il n'y a pas d'inversion d'image. Donc, l'œil gauche était tailladé, c'est-à-dire que la lame de couteau a été posée comme ça sur son visage par les kidnappeurs. Ils ont juste fait une pression et légèrement coupé un petit peu comme menace. C'est une menace. Ils l'ont pas vraiment tailladé au sens de... Voilà, ça s'est pas passé quand même comme ça parce qu'il aurait eu des profondes cicatrices. Non, ils voulaient pas lui abîmer son visage de star. Juste un avertissement. Claude fait la une d'une première page de France Dimanche. C'était écrit en bas, ils ont lacéré son visage à coups de couteau. Ça vous a été caché parce qu'après la mort de Claude François, la police va faire le grand nettoyage. Les archives de la presse sont plus accessibles, 1. 2. Si on a accès à cette archive, elle doit être minimisée, le plus miniaturisée possible. Et puis surtout, l'archive va être placée dans des boîtes. On place l'archive dans des boîtes et les rouleaux aussi, qui ont imprimé le journal dans des boîtes. On ne doit plus parler de ça. La police vient et explique à France Dimanche qu'on ne doit plus parler de cet article. Voilà, on le met de côté, on n'en parle plus. Et cet article, c'est vrai, on n'en parlera plus pendant des années. Moi, je vous le montre. Aujourd'hui, plus personne se souvient que Claude a été menacé. Menacé et lacéré à coups de couteau. Et c'était important de le dire. Qui a fait cela? C'est le gang de la banlieue du Sud qui a fait ça. C'est très très important de le dire. C'est eux, toujours eux. Mais pourquoi? Pourquoi ont-ils fait ça? Essayons de comprendre en profondeur, puisque c'est l'erratum, ce que je n'ai pas dit dans la précédente émission. Claude avait identifié auprès des policiers une personne qui avait tiré dessus. Nous allons voir une photographie. Voilà Claude avec un policier. La dernière fois, sur la photographie, Claude était de face. Là, il est de profil. Il est inquiet, il s'explique devant le policier. Le policier semble quand même un peu sceptique. Quelqu'un lui a tiré dessus, c'était le 25 juin. Et inquiet de ce tir qui avait frôlé sa tête et qui devait, selon lui, le tuer, il avait voulu que l'enquête puisse être menée à terme, c'est-à-dire de prendre vraiment sa plainte au sérieux. 2 tribunaux vont rejeter la plainte de Claude François, dont le tribunal de Versailles, et c'est pas rien. Faute de preuves, dira-t-on, même ils ajouteront que Pierre Dieudonné avait un alibi. C'est pas si vrai qu'il n'y avait pas de preuves. C'est pas si vrai qu'il n'y avait pas de preuves. Des preuves, ils en ont trouvé, et dans cet erratum, je vous l'explique. Claude est convoqué auprès de la police, il consulte une série de photos, identifie Pierre Dieudonné, un des membres de la pègre parisien et de la banlieue sud, où on retrouve Émile Dieudonné, un assassin notoire, et Michel Lapage, plutôt un braqueur. On ne va pas l'accuser d'être un assassin. Il a sans doute eu quelques règlements de compte pour que son fils prenne de balles. Bon, c'est que quand même, il y a dû avoir divers crimes qui n'ont jamais été expliqués. Mais du moins, Claude a un problème, non pas avec Michel Lapage, il a un problème avec Pierre Dieudonné. Mais le gros problème, c'est que Pierre Dieudonné n'est pas seul. Il est accompagné de son frère Émile Dieudonné, qui lui, Émile, c'est la grosse pointure de crime. Il en tue des gens. Et en fait, quand son frère va avoir des problèmes, c'est plutôt Émile qui aura envie de régler le problème avec Claude François. Oui, c'est plutôt son frère Émile qui voulait régler le problème plus que Pierre. Claude insiste auprès de la police, il a identifié Pierre Dieudonné. D'ailleurs, à cette époque-là, il s'appelle pas vraiment Pierre Dieudonné, il s'appelle Pierrot Dieudonné. C'est à préciser.
mais la presse de cette époque-là dira Pierre Dieudonné. Mais il s'appelait Pierrot Dieudonné, Pierrot. Pierrot, donc c'est comme ça qu'on va l'appeler. Donc, quelques jours plus tard, à cause d'une heurte entre voyous, se bat donc dans un bar, ils picolent, ils se battent. La police les arrête. Claude avait déjà donné une identification, on savait déjà à peu près qui on cherchait, et on savait, excusez-moi, je me recoiffe, et on savait, oh là là, je suis mal coiffé, et on savait qu'on cherchait un homme, Pierre Dieudonné, on le cherchait. Oui, il était cherché par la police, puisque Claude avait déjà donné l'identification photographique, donc on le cherchait. La police ne le trouvait pas, mais il cherchait déjà cet homme. Et par hasard, dans une bagarre, ils vont le trouver. Cet homme est interpellé, il expliquera qu'il avait un alibi, je vous l'ai déjà expliqué, il était au lit d'une pute, excusez-moi l'expression, ce genre de gangster est au lit d'une pute, et c'est pas rare. Mais en tous les cas, peu importe cette version, au départ la police l'accepte, et le tribunal de Versailles expliquera qu'avec un tel alibi, il est donc complètement protégé. Et donc annulera la plainte de Claude François. Mais bon, un mafieux au lit d'une pute, quand on sait que la mafia, c'est eux qui font travailler les putes, l'alibi avait-il la moindre valeur? Mais c'est comme ça. Cet alibi a fonctionné. Mais je dirais le problème, le problème, est que Dieudonné sortait d'une bagarre de voyous et qu'il n'a pas trop apprécié qu'après une bagarre de voyous, alors qu'il était un peu nerveux, un peu en colère encore, parce qu'il était en colère au moment où il a été arrêté, qu'on lui parle de Claude François. Oui, il savait qu'il avait tiré sur Claude, et tout ça, il ne voulait pas en parler. Il dira que Claude se trompe dans l'identification et qu'il n'a jamais tiré sur lui. C'est sa version et même présente un alibi en béton. Il était au lit avec une pute. C'est un alibi en béton. Qui est accepté sur 2 tribunaux. La cour de Versailles reconnaît que l'alibi est valable. Et pourtant, la cour de Versailles possédait d'autres informations de police qui prouvaient d'une façon certaine que Pierre Dieudonné était coupable. Oui, il n'y avait aucun doute qu'il avait tiré sur Claude François, mais il n'en existait même aucun dans l'esprit de la police, et ça je ne l'ai pas dit dans la première émission, car je le réservais pour l'erratum. Oui, la police écoute la version de Pierre Dieudonné, bon, il a un alibi, quel malfrat qui commet un crime ou autre n'a pas un alibi, hein. Ils ont tous des alibis, c'est des gangs organisés, hein. C'est pas difficile pour eux quand ils font travailler 10 putes au coin d'une rue d'en payer une ou de demander une faveur en retour de ceci ou de cela ou d'un service rendu. Les policiers prennent quand même au sérieux au départ sans marginaliser Claude. Oui, malgré tout, il l'a quand même bien identifié 2 fois et d'une façon formelle. Il y a juste le face-à-face qui est pas possible par la police. Ils ne veulent pas de face-à-face entre Pierre Dieudonné et Claude. Aucun face-à-face. Ils pensent que c'est pas bon. C'est pas bon que Claude rencontre son agresseur. Et puis la police pense à une chose, c'est que Claude a eu des impacts de balles dans sa Mercedes. Et donc il relève à la balistique l'arme qui a tiré sur sa Mercedes, et ça a été caché. Et relève le nombre d'impacts, c'était 9 impacts de balles, je le précise, 9 selon la police, 7 selon un journaliste, parce qu'il y avait 7 balles dans la carrosserie et 9 en réalité. Mais en réalité, il y aurait eu plus de 10 balles, car certains impacts étaient mal identifiés. On ne savait pas si ce n'était pas des ricochets de tir, on ne savait pas. Et puis il y a tous les impacts de balles dans le portail. Ici, je ne montrerai pas encore de photos sur le portail, puisqu'il y aura encore une émission sur le gang de la banlieue sud et leur relation avec Claude François. Il y en aura une 3e émission. Là, on est dans la 2e. La police se dit, mais si Claude dit la vérité, ce qu'on va faire, par prudence, on va faire un relevé balistique de tout cela. On va
transférer tout ça dans un dossier, puis on va quand même enquêter. Donc ils enquêtent, obtiennent de la balistique, je vous ai expliqué, c'est du 9 mm, obtiennent des précisions par rapport à la voiture de Claude, oui, parce qu'ils ont fait des empreintes sur la voiture, ils ont été obligés de tout regarder. Ce que vous ne savez pas, ce qui n'a jamais été dit, ni par Fabien Lecoeuvre, ni par Claude François Junior, c'est des policiers sont venus faire des empreintes balistiques de tout cela. On pense même au départ transférer la voiture de Claude dans un endroit spécialisé. On lui demande s'il accepte de transférer sa voiture dans un endroit spécialisé pour qu'elle soit mieux examinée. Là, je n'ai pas de réponse si Claude a accepté. Excusez-moi, mes cheveux ne sont pas très bien coiffés, c'est désagréable. Et puis, leur vient une idée. Bon, on a quand même quelques informations. On a du 9 mm. On sait à peu près les munitions. On peut par la balistique savoir quelle arme a été utilisée. La police se paye le culot. Ils se payent le culot parce que c'est quand même assez culotté de leur part. Ils décident donc de saisir l'arme qui est sur Pierre Dieudonné parce qu'il découvre qu'il avait une arme sur lui. Et oui, il cachait une arme sur lui. Il le découvre lors de l'interpellation le 30 juin 1977. Il découvre en le fouillant qu'il a une arme à feu sur lui. Cette arme à feu part au labo et la police demande un compte-rendu de l'arme à feu pour savoir s'il y aurait un lien entre l'arme à feu que détient Pierre Dieudonné et les impacts de balles dans la Mercedes de Claude, et aussi, pas que cela, et aussi la balistique. Ils veulent des preuves formelles. La balistique va attendre quelques jours. Pierre, lui, est replacé en liberté provisoire parce qu'en effet, il a un alibi. Il était dans le lit d'une pute. Et cette pute se présente, parce que c'était une prostituée, se présente en disant « Oui, il était avec moi, etc. » C'est ce qu'elle explique. Donc, à un moment donné, ils l'ont relâché, Pierre Dieudonné, parce qu'il avait un alibi. Il n'en aurait pas eu qu'un, il en aurait eu plusieurs. Et ça a été caché aussi. À ce moment-là, Claude avait déposé plainte, mais l'enquête n'était pas encore partie au premier tribunal, puisque l'enquête va se conclure et se terminer au tribunal de Versailles. La cour de Versailles, c'est là qu'ils vont fixer la décision finale. Il s'écoule quelques jours. Le policier reçoit enfin les rapports balistiques et on découvre que Pierre Dieudonné a tiré sur la voiture de Claude François. Et oui, la balistique est formelle, c'est du 9 mm et c'est la même arme qui a tiré sur la voiture de Claude. C'est cette arme identique, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour que les gens comprennent, les armes font certaines vrilles. Et ces vrilles, quand elles touchent un impact, se reproduisent. C'est comme un moule, si vous préférez. Et en comparant les moules, on peut par la balistique savoir quelle arme a tiré sur un véhicule, par exemple. Pierre Dieudonné est identifié. Alors il est réinterrogé par la police par rapport à son alibi. Pierre débarque à la police, le policier, très courtois, très gentil, fait quand même attention parce qu'il sait qu'il a un gros malfrat en face de lui. Et même les policiers sont inquiets, on va sortir dehors, on va prendre un pruneau. Vous savez, ils sont tous inquiets, alors ils étaient assez polis. Ils sont souvent polis avec les gros voyous. Le policier explique à Pierre Dieudonné, dans un nouvel entretien, qu'il a un alibi, c'est vrai. Mais toutefois, cet alibi, on peut le contredire dans un tribunal. Pierre s'énerve, mais il explique qu'il a un alibi et qu'on ne peut pas aller contre ça. Le policier lui explique que l'alibi n'a plus de justification ni de valeur. Cet alibi ne tiendrait pas dans un tribunal parce que l'arme qui a tiré sur la voiture de Claude, c'est son arme et la balistique est formelle. Et donc, l'alibi de Pierre Dieudonné n'a plus aucune valeur juridique. Même au contraire, le policier lui explique que c'est même un mensonge qui est assez grave et qui peut entraîner, si Claude maintient sa plainte, de graves ennuis pour Pierre Dieudonné. Tout d'abord, le policier le questionne. Monsieur Pierre Dieudonné, lui explique-t-il, d'où vous vient cette arme? Un 9 mm, c'est une arme de gros voyou tout de même. C'est pas un petit voyou qui porte ça. C'est pas un petit braqueur de banque, comme on nous dit. Ça, c'est des armes quand même de gros voyous.
Alors le policier, gentiment, avec beaucoup de respect, explique à monsieur Pierre Dieudonné où vous êtes-vous procuré cette arme à feu. À 9 mm, ça se trouve pas partout. Il refuse de parler d'une armurerie où il aurait pu se procurer une arme peut-être auprès d'un spécialiste de gang ou des armureries professionnelles qui travailleraient avec la mafia parisienne. Lui, il ne veut pas donner de pistes de ce côté-là, peut-être parce que justement il existe des armureries professionnelles qui bossent avec la mafia et il ne veut pas que tout un filet de personnes soit arrêté. Et voilà qui sort une histoire bien étrange devant le policier. Il explique que l'arme qui a été saisie sur lui n'est pas son arme. Le policier l'écoute, c'est son rôle, il note sa déposition. Pierre Dieudonné continue et explique qu'il a acheté cette arme à quelqu'un, mais ce quelqu'un, il ne peut pas l'identifier. Il explique que c'est une personne inconnue qu'il ne connaît pas. C'est un type de temps en temps qu'on croise à Paris, qui vend comme ça une arme comme ça à la sauvette dans la rue. Il y a parfois des fournisseurs d'armes qui viennent de l'étranger et qui proposent dans la rue à des gens des armes. Ils racontent toute une histoire comme ça, un peu à dormir debout, puisque vous pensez bien que cette arme, il s'était procurée quelque part. La balistique compare cette arme pour savoir si des crimes ont été commis avec, et effectivement, aucun crime n'avait été commis avec cette arme, on doit quand même le préciser. Un bon point pour Pierre, qui est alors vu par la police comme un simple braqueur. Et oui, parce que cette arme n'avait pas de crime à son actif. Ce qui confirme alors la version ou de Michel Lapage ou d'un des survivants du gang, qui disait qu'ils n'avaient pas tendance à tuer les gens, mais à leur faire peur. Le policier note que l'alibi est un peu faible, explique-t-il, et que malgré tout, cette arme est l'arme qui a tiré sur la voiture de Claude, que c'est quand même une infraction grave, qu'une plainte donc est maintenue et l'affaire part aux tribunaux, et il est dans l'obligation, explique-t-il, de faire partir l'affaire au tribunal. C'est alors que Pierre Dieudonné explique que de toute façon, même si l'affaire part au tribunal, elle ira nulle part. Elle ira nulle part, explique-t-il. Oui, il est un gros chef de gang, son frère est Émile Dieudonné, bang bang, des gens ils peuvent en tuer comme ils veulent, c'est une affaire qui n'ira nulle part, explique-t-il. Et effectivement, le premier tribunal donne tort à Claude-François. L'affaire est reprise par le tribunal de Versailles, où c'est pire encore. Le tribunal de Versailles annule toutes les charges contre Pierre Dieudonné et son arme, pourtant, qui avait des empreintes balistiques très très claires et qui était vraiment celle qui avait tiré sur le véhicule de Claude. Tout est annulé. Non, et même le tribunal de Versailles valide son alibi. Incroyable mais vrai. Ce gangster a été complètement protégé par un tribunal. Non seulement qu'il avait une arme, il avait tiré avec, elle était identifiée, il y avait la balistique, il y avait tout, il y avait des preuves, et pourtant le tribunal de Versailles donne tort à Claude-François, annule sa plainte, et pire, explique que l'alibi est tout à fait valable. En effet, Pierre Dieudonné va ruser dans la procédure. Quand il est entendu par la police, il donne une version de l'histoire incroyable. Et il explique que cette arme, il l'a achetée à un inconnu dans une rue. Puis, il a revu cet inconnu, et cet inconnu a voulu reprendre son arme. Donc, il lui a redonné son arme. Cet inconnu se serait absenté quelques heures, selon sa version, et c'est à ce moment-là que cet inconnu aurait tiré sur Claude-François avec cette arme. Puis serait revenu le voir et lui aurait proposé de lui revendre l'arme une seconde fois, moins cher, expliquant qu'il avait à nouveau changé d'avis. Pierre Dieudonné aurait acheté donc une arme qui a tiré sur la voiture de Claude, mais ce n'est pas lui qui l'a fait, c'est une personne inconnue qui était un vendeur d'armes et qui avait entre-temps récupéré son arme pour la revendre à nouveau à la même personne, lui-même. Incroyable version qu'il donne, et ça passe. Ça passe, on pense alors que Claude a été pris en chasse par quelqu'un d'autre, qui était un vendeur d'armes, qui avait vendu l'arme à Pierre Dieudonné, puis finalement l'avait repris, avait tiré sur Claude avec, puis était revenu lui revendre pour essayer de lui mettre l'affaire sur le dos.
C'est comme ça qu'il présente la chose. Quelqu'un a essayé de lui mettre cette affaire sur le dos. Et ça passe. Le tribunal de Versailles annule toutes les charges de détention d'armes, toutes les charges, même la détention d'armes, ce qui était ridicule, puisqu'il avait quand même l'arme et il était chopé par les flics avec. Donc on voit bien quand même que tout le monde avait peur. Claude donc perd sa procédure. Le tribunal de Versailles annule définitivement sa plainte. Pierre Dieudonné retrouve la liberté. Et attention, quand il va retrouver la liberté, là, pour Claude François, ça se passe très mal. Oui, parce que Pierre Dieudonné parle de cette affaire à Émile Dieudonné. Il explique à son frère, tu te rends compte, on s'est retrouvé au tribunal, on échappe de justesse à la prison, ce con, il a voulu nous envoyer en tôle, et puis il a maintenu sa plainte. Oui, parce que Claude avait fait une erreur, il avait voulu maintenir sa plainte, alors que la police avait dit que c'était pas une bonne idée. Que le mieux aurait été de discuter avec Pierre Dieudonné pour fermer cette plainte, même si la confrontation n'était pas possible physiquement. C'est en parlant à Émile Dieudonné, son frère, que Émile, lui, c'est un homme nerveux. Il a la rancœur et la haine. Et puis il aime beaucoup son frère, il ne faut pas que son frère il ait des problèmes. Émile explique à Pierre, laisse-moi régler le problème avec Claude François, je m'occupe de lui. Claude François, quelques jours plus tard, est kidnappé. Ça vous a été caché, et voici l'article de presse qui vous le montre. Il a été kidnappé. L'affaire de l'attentat rebondit, ça continue. Émile Dieudonné place sur le visage de Claude François une lame de couteau. Donc, récapitulons, puisque la photo est à l'endroit et pas à l'envers, du côté gauche. Il enfonce la lame, se prépare même à le taillader. Il pousse, il taillade pas vraiment. L'article de journal est un petit peu exagéré. Que François aurait eu le visage tailladé, c'est un peu exagéré. On marque lacéré, c'est un peu exagéré. On voit qu'il a vraiment qu'une seule marque du côté de l'autre œil. Le gauche, pas le droite. Claude pose avec un couteau à la main, regardez bien. Il tient dans sa main droite un couteau à la main, c'est le couteau qui l'a agressé. Et regardez, il y a une petite boîte à côté. Émile Dieudonné a réussi à braquer Claude François avec son gang et a placé sur son visage un couteau pour le lacérer. Du moins, c'est une menace. Et il lui dit, mon frère Pierre ne doit plus avoir de problème avec toi parce que la prochaine fois, on prend ton œil. On prend ton œil. Il relâche Claude sur une menace et le font chanter. Il demande des dommages financiers pour Pierre Dieudonné. Il veut un petit dédommagement moral. Claude s'exécute et accepte de donner un peu d'argent. Et ça vous a été caché. Oui, il veut que cette affaire soit terminée. Mais après, on est rentré un peu dans un chantage organisé, où quand Émile a récupéré quelques billets, il en a voulu beaucoup plus. Voilà la vraie histoire terrible de toute cette affaire avec le gang de la banlieue sud. Michel Lapage n'a pas donné vraiment sa version complète sur l'histoire. On nous dira plus tard qu'ils avaient bu un coup de travers, que Claude n'était pas visé personnellement, ce qui est faux, puisqu'il y a eu son portail qui a été criblé de balles, donc on voit bien qu'il a été complètement visé dans cette affaire. Le gang, c'est qui? Le gang, c'est Pierre Dieudonné, donc appelé aussi Pierrot, puis, bon, il y a une personne sur la droite que je ne peux pas identifier, puis en dessous, son frère Émile, qui a braqué Claude et y a mis un couteau sur les yeux. Et enfin, il y a un des plus gros mafieux de France, Michel Lapage, qui lui expliquait que, pour sa part, en tous les cas, il n'était pas un criminel. Pour sa part peut-être, mais tout de même les autres étaient largement de super criminels, puisque Émile était en prison avec un criminel, ils ont tenté une évasion ensemble, le mec avait tué des dizaines de personnes, c'était effroyable les fréquentations qu'avait Émile. Et c'était important de parler de ce gang de la banlieue du Sud et de parler ce qui avait été caché du kidnapping de Claude François. Puisqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle ? On parle des tirs qu'il a reçus sur sa voiture, mais plus personne parle que son visage a été lacéré par un kidnappeur. Claude, le problème, c'est qu'il ne connaissait pas Émile Dieudonné.
Et Émile ne s'est pas présenté comme son frère, comme le frère au départ de Pierre. Et puis c'est Émile qui a dit « Pierre a des problèmes à cause de toi, etc. » Donc, vous voyez, il y a eu ce qu'on appelle du maître chantage derrière tout ça. Claude d'ailleurs prend la décision à ce moment-là, puisqu'il est gravement menacé, de quitter l'Essonne et même de vendre son moulin. Alors il réserve des billets d'avion pour sa sœur et sa mère pour visiter l'Égypte et repartir là-bas. Il ne voulait plus vivre là-bas. On aura même dans un article que je vais vous montrer des détails de Claude François lui-même. Regardons cet article. Quand il tirait sur Clo-Clo, le 25 juin 1977, je vous lis, Claude François a enregistré une émission télé, puis a dîné à Paris. Il rentre chez lui au moulin de Danemois, donc l'Essonne, c'est là où il y a tous les voyous, puisqu'on sait que Serge Lapage, le fils de Michel, est mort en Essonne, de 2 balles, avec 4 amis soudains, donc ils étaient ensemble, avec 4 amis soudains sur l'autoroute. L'autoroute, c'est précisé du Soleil, une puissante Citroën CX verte, talonne sa Mercedes, et puis elle double dangereusement. Clo-Clo a-t-il voulu faire la course? La suite est une succession de dépassements et de queues de poisson sur quand même 20 km. Quand le chanteur sort de l'autoroute, à Milly-la-Forêt, donc pas très loin de sa demeure, la CX est en embuscade. 9 balles s'abattent sur la Mercedes, 7 sur la carrosserie, une sur la lunette arrière, donc une touche un pneu. Donc vous voyez, c'est quand même intéressant de le savoir. La poursuite sauvage. Selon les mots du chanteur, est-il précisé donc de Claude François, ne cessera donc de dire, c'est comme ça qu'on peut présenter les choses, donc ne cessera... alors là, il marque pas tout, hein. Il marque pas tout dans l'article, mais bon. Quelques mètres du moulin, où il est réfugié, on a voulu me tuer, voilà ce qu'il dira. On voit des passages un peu censurés, vous voyez, il y a 3 petits points, l'article a été censuré. On a voulu me tuer. Donc, ils se sont acharnés, pour que vous puissiez comprendre, sur son habitacle. C'est vrai qu'ils ont tiré sur son portail, et ça n'a pas été dit dans cet article. Pas de photo, et ça n'a pas été dit. Donc, quand ils l'ont agressé, ils voulaient toucher donc un des passagers. Il semble évident qu'ils voulaient aussi tuer les passagers. Il conclut, Claude François conclut, et écoutez bien ce qu'il dit, cette région est bourrée de loulous, les loulous c'est des voyous, et de gangsters. Loulou et gangster. Et je m'excuse si j'ai eu du mal à lire, c'est parce que j'ai constaté qu'il y avait des passages censurés de l'article, et moi j'en sais plus, alors j'ai été surpris que des passages n'y soient pas. C'est pour ça que j'ai parlé du portail. Vous voyez que j'étais étonné, je dis tiens, il manque des trucs. Oui, Claude dira, c'est des endroits bordés de loulous et de voyous, et c'est vrai, l'Essonne c'est tous les gangsters, et donc il avait compris qu'il était dans le mauvais quartier et qu'il était temps de déménager. Il mettra le moulin en vente progressivement, il voulait partir, vendre tout, vendre son moulin et se barrer, il en avait marre. Il avait réservé des billets d'avion pour l'Égypte, proposait à sa sœur et sa mère de partir. Mais d'abord, avant de partir, qu'elle prenne la décision en allant passer quelques jours là-bas. C'était important de le dire, et je voulais vraiment le dire. Mais voilà, l'affaire n'est pas terminée. Après la mort de Claude François, son appartement est cambriolé, l'appartement où vivait Kathleen quelque temps. Les affaires de Kathleen ont été fouillées, puisqu'elle a vécu quelque temps dans cet appartement. Des papiers ont été volés. Kathleen sortait avec un manteau, son petit foulard et ses lunettes, elle se cachait un peu, elle avait peur, elle était toute seule dans cet appartement. Oui, un cambriolage, des papiers volés, ils cherchaient des papiers et pas de l'argent. Et ils ont volé des papiers et pas de l'argent. Et l'affaire en n'est pas terminée avec la banlieue sud, ce gang, puisqu'ils vont kidnapper le cercueil de Claude François. Et ça aussi, ça vous a été caché.
C'était un gang très organisé, hélicoptère, tracteur, il pouvait soulever des dalles de 2 tonnes, 3 tonnes. Très organisé, on ne sait pas pourquoi, doute-t-il que Claude François est mort, il décide d'ouvrir la tombe de Claude François et de kidnapper son corps. Vous allez me dire, Marc Harriman, on ne peut pas te croire, sauf si tu nous montres une preuve de cela. Mais une vraie preuve, et du sérieux. Bien sûr, dans cette émission, pas de rumeurs, des preuves et des faits. On va voir ça ensemble dans un article de France Dimanche. Claude François, son cercueil volé comme celui de Charlot. Charlot, c'est Charlie Chaplin. Une dalle de 3 tonnes, des policiers en renfort sont venus pour regarder ce qui s'était passé et surveiller le cimetière jour et nuit. Et oui, le cercueil de Claude François a été volé par la banlieue sud. Ce gang a voulu voler son cercueil, déjà 1 pour savoir s'il était mort, et 2 pour tenter de revendre le corps et obtenir une rançon. Ça aussi, ça vous a été caché que le gang, qui était un gang financier, voulait une rançon. L'idée vient encore de Pierre Dieudonné et de Émile. Émile, qui a la vengeance sévère, prend la décision de kidnapper Claude François après sa mort. Une histoire d'argent. Il espère récupérer le corps de Claude François pour le revendre à la police ou à sa famille, ça il s'en fout. Mais il a besoin d'argent et de beaucoup d'argent. Oui, le gang de la banlieue sud était encore très haineux que Claude ait pu leur résister autant. Et ils ont pris la décision, et ça a été caché, vous ne l'avez jamais su, de kidnapper le corps de Claude François, et il a été effectivement le cercueil volé au cimetière. Revoici l'article de France Dimanche. Claude François, son cercueil volé comme celui de Charlot. Charlot, c'est Charlie Chaplin. Pas confondre avec Charlot, les comiques français, qui n'étaient pas morts à cette époque-là d'ailleurs. Oui, son cercueil a été volé comme celui de Charlot. C'est un gang qui a fait ça très organisé, capable de soulever des tonnes, qui ont des tracteurs, qui ont des hélicoptères, qui disposent de tout. Dans la première version journalistique, ils avaient fait un tunnel. Dans la version de police, c'est pas tout à fait ça. Ils ont simplement soulevé la dalle. Puis ils sont entrés à l'intérieur, puisque c'était un caveau, et ils ont juste volé le cercueil, c'est tout. Une opération, on parle de 2 heures maxi, qui a eu lieu en pleine nuit, et en plus un week-end, où personne ne surveillait donc le cimetière. Suite au vol du cercueil de Claude François, la police a dû donc faire une enquête pour essayer de récupérer son corps. Selon la famille de Claude François, enfin sa famille, on ne sait pas trop qui, ou le mari de sa sœur, ou alors d'autres personnes, parce que Claude avait une famille assez large, en fait. On parle toujours de sa sœur, mais c'était plus compliqué. Il avait aussi des amis qui géraient sa vie mieux que sa sœur pourrait le faire, puisqu'à un moment donné, il a tout confié à une personne qui travaillait chez Cartier. Il lui confie toutes ses affaires quelques jours avant sa mort, enfin c'était 2 mois avant sa mort. Donc sa sœur s'occupait pratiquement plus de rien. Donc il y avait des gens qui pouvaient prendre des décisions sans consulter sa sœur. Et en plus, Isabelle était l'héritière testamentaire pour ses 2 enfants, Coco et Marc. Bonjour à mon Coco. Donc on ne sait pas qui a négocié cette libération du corps de Claude, ou même s'il a été rendu. C'est ainsi que, en 50 minutes, on a fait le tour de cette question importante. On a vu cette photo de Dany, inédite. Cette photo des gangsters, dont Émile, qui a quand même tenté de lacérer le visage de Claude François à coups de couteau. On a vu cette photo, cette fois-ci inédite, de profil. On a vu cet article ensemble. Puis le vol du cercueil qui a été fait, je le précise et je vous confirme, par la banlieue sud. C'est eux qui ont volé le corps pour obtenir une rançon. Les menaces au couteau contre lui, où Claude pose à la main avec le couteau.
Et il est balafré sur un côté de l'œil, ça vous ne le voyez pas. Heureusement, la balafre n'était pas profonde, il en a guéri. Mais nous voyons Kathleen complètement en larmes sur le côté, comme on pourrait la voir en larmes dans le film de Sami Pavel. On a fait le tour de cette question, et c'était important de faire le tour de cette question, où on a examiné en profondeur le gang de la banlieue du Sud. J'ai pas encore montré la photo du portail criblé de balles, ça sera pour une prochaine émission. C'est important de dédier cette émission à mon coco. Et dans cette conclusion qui va durer 2-3 minutes, quelle est ma conclusion? Parce que j'ai présenté des preuves, j'ai présenté des faits, maintenant je présente enfin ma conclusion et ma version. On ne saura jamais, tant que le cercueil ne sera pas examiné en profondeur, si Claude François est réellement mort, et 2, si le corps, quand il a été kidnappé, les ravisseurs ont ramené la dépouille de Claude François, ou l'ont même vendu contre de l'argent. On ne saura jamais, parce que ce gang était capable de récupérer cette dépouille juste pour la brûler. C'était des fous. Donc on ne saura jamais, quand ils ont récupéré ce corps, pour quelle raison ils l'ont récupéré. Si c'est pour vraiment de l'argent, ou pour simplement une vengeance qu'ils désiraient continuer. T'as eu un accident, t'es mort d'un accident, nous ça nous plaît pas, on veut que tu meurs de nos mains. Vous voyez, c'est ça le gangstérisme. Ont-ils redonné le corps de Claude François? Il existe 2 versions. La première est que la police aurait difficilement récupéré le corps contre de l'argent. Une version malheureusement qu'on ne peut pas vérifier, mais je voulais quand même vous la communiquer. Et enfin, la deuxième version, le corps n'a jamais été rendu et la tombe de Claude François est vide. Il n'y a personne dans le cercueil. C'est un cercueil vide, d'ailleurs qui n'est plus le cercueil original. Maintenant, vous vous êtes fait donc un peu votre opinion, et je vous laisse maître du jeu, je vous laisse seul et unique juge. À vous, entre vous, de débattre de la question. En 2026, Claude François est-il dans son cercueil? À bientôt sur YouTube.